Bonjour à tous. Merci d'être nombreux pour ce dernier grand plateau. C'est une petite émotion pour moi de terminer ce forum économique breton, ces 2 journées qui ont été intenses. Vous allez nous dire c'est un peu bizarre ce qu'on termine sur le financement, alors que finalement c'était quand même le premier pôle qui a été évidemment directement concerné par la crise sanitaire et la crise économique qui suit. Pour évoquer ce thème financement innové pour la relance économique, j'appelle à mes côtés Grégoire Chauvière-Le Drian, directeur du Bureau France de la Banque européenne d'investissement. Karim Essemiani, président directeur général de Gweneg, qui veut dire petit sou en breton. Hervé Lelarge, directeur régional de BPI France. Et Gilles Vauquelin, directeur régional à la Banque des Territoires. Messieurs, bienvenue. Bonjour à vous. Voilà, c'est bon, ça tient. Merci de nous rejoindre. Je disais en préambule, on parle en dernier de financement, qu'évidemment, vous avez été les premiers concernés et les premières clés de cette crise sanitaire et crise économique. J'ai envie d'attaquer directement avec vous, Hervé Lelarge, directeur régional de BPI France. Quand on a échangé ensemble par téléphone pour évoquer ce grand plateau, on s'est tout de suite remémoré ce mois de mars 2020 qui paraît si loin et qui pourtant n'est pas si loin, et notamment l'impact et l'état d'esprit dans lequel étaient les entreprises à cette époque. Alors, bonjour à tous, content de voir du monde physiquement, ça fait du bien au moral. Et c'est vrai que nous, la fin mars, ça a été vraiment l'état de choc. On a déjà oublié, parce que ça fait à peine 6 mois. Ça paraît, j'ai l'impression que ça fait 10 ans là, quand on en reparlait, alors que ça fait moins de 6 mois. Et il y a moins de 6 mois, le pays était vraiment en état de choc, en état de sidération, avec des chefs d'entreprise à qui on demandait de fermer, tous les hôteliers, les restaurateurs. On leur a dit ce soir minuit, vous êtes fermés, boum, et après, qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas. Donc nous, BPI France, on a eu la bonne idée, parce qu'on est très fort en communication quand même, de sortir le lendemain ou le surlendemain une grosse communication en disant vous avez besoin de 10 000 euros à 30 millions d'euros, appelez BPI France avec un numéro vert. Donc nous, la première semaine du confinement, donc chaque salarié était plus ou moins confiné chez lui, on se demandait si on gardait nos sites ouverts, on les fermait, enfin il y avait des tas de soucis de logistique, et on a été noyé d'appels par des chefs d'entreprise, donc des artisans, des commerçants, ou nos propres clients à nous, qui étaient complètement perdus, en se demandant vraiment, est-ce que la France va redémarrer? Est-ce que mon activité, est-ce que mon entreprise va redémarrer? Est-ce que mes clients vont continuer à acheter? Est-ce qu'ils vont disparaître? Est-ce que mes salariés vont accepter de revenir un jour? C'était une détresse psychologique qu'il y avait à cette époque. Nous, on a eu, l'équipe de Bretagne a passé 5000 appels. On a rappelé 5000 personnes qui nous ont joints comme ça, donc 5000... notamment à l'échelle de l'Europe, c'est pas beaucoup, mais à l'échelle d'une équipe de 40 personnes en Bretagne, ça a été énorme. Les équipes ont fait que ça pendant 15 jours. Et en même temps, j'allais dire, nos collègues parisiens ont travaillé sur lancer tout de suite des produits de crise, des produits de cash, vraiment à fin mars. Et on a pu sortir en Bretagne le premier prêt rebond de France, qui est un petit crédit à taux zéro sans garantie sur une durée de 7 ans, avec 2 ans de franchise. Et on a pu le commercialiser dès le 24 ou le 25 mars de mémoire, grâce à la rapidité de la région. On a eu des interlocuteurs au Conseil régional super dynamiques, il n'y avait plus de barrières. On a vraiment pu avancer très très vite là-dessus. Et dès fin mars, on a pu injecter du cash dans les entreprises. Donc ça a été notre produit régional. Et le produit national, qui est son grand frère, c'était le prêt à tout. Donc prêt à tout qui existe toujours, qui était un peu l'ancêtre du PGE qui est sorti 15 jours ou 3 semaines après. Et donc là, on a pu injecter du cash de manière forte dans les entreprises pour rassurer les chefs d'entreprise. Et puis après, ils ont vu qu'il y avait des mesures importantes du gouvernement d'allègement de charges, de chômage partiel qui ont vraiment pris le relais. Mais ça a été vraiment, nous, 15 jours, 3 semaines très, très intenses. Gilles Vauquelin, la Banque des Territoires, la même chose, avait aussi fait preuve de grande réactivité. On l'évoquait avant de se retrouver ici. Il a fallu mettre très vite en place des outils efficaces. Oui, tout à fait. Effectivement, moi, bonjour à tous également. Très heureux aussi d'être parmi vous. Effectivement, on a vécu la même chose que ce que vient de décrire Hervé à l'instant. Évidemment, avec des cibles un petit peu différentes, puisque nous ne sommes pas forcément en financement direct des entreprises, contrairement à BPI France. On a un partage des rôles très clairs au sein du groupe Caisse des dépôts, dont nous faisons partie tous les deux. Donc l'idée, c'était plutôt de travailler sur l'environnement en fait, territorial, économique, et l'accompagner, je dirais, dans la bonne direction également, toujours en réactivité. D'ailleurs,
j'ai quelques membres de l'équipe qui sont dans la salle. Ils peuvent témoigner du fait qu'on s'est mis en situation de télétravail extrêmement rapidement. On a été, en l'espace de quasiment 24 heures, capable de continuer à travailler sans rupture. Donc ça, c'était déjà une première chose très importante pour nous. Et puis ensuite, de pouvoir effectivement s'adresser rapidement à nos clientèles à nous, qui sont un peu différentes, qui sont beaucoup les collectivités locales, les bailleurs sociaux, les structures publiques, et puis aussi des partenaires économiques qui sont peut-être moins connus, mais on a beaucoup de clientèle juridique, par exemple, des professionnels, des notaires, des huissiers, etc., qui se sont tournés vers nous et nous dit on a les mêmes problèmes que le reste du monde économique. Donc on a mis aussi en place des produits très rapidement pour eux, notamment des reports d'échéance, des crédits de trésorerie qui sont d'ailleurs encore en vigueur aujourd'hui. Et puis très rapidement, on s'est posé la question de savoir ce qu'on allait à faire pour l'après, c'est-à-dire en fait qu'est-ce qu'on pouvait faire de manière un peu plus systémique. Et là-dessus, donc, on s'est rapidement tourné vers les collectivités locales en leur proposant, et ça a été fait finalement dans toutes les régions, un fonds, ce qu'on a appelé un fonds résistance, et dont l'objectif était de compléter en fait les dispositifs d'urgence qui étaient mis en place par les puissances publiques, notamment l'État, avec le fameux PGE, bien sûr, et le fonds solidaire. Et donc nous, on a mis en place ce fonds régional avec la région, avec les 4 départements, les 60 EPCI, nous-mêmes. On a apporté un quart de la ressource. On a demandé à BPI France d'être opérateur, d'ailleurs, de ce fonds, et qui distribue des avances remboursables à taux zéro sur des durées de 3 ans, et en ciblant plutôt, là, pour le coup, ce qui nous paraissait un petit peu un angle mort, c'est-à-dire, en fait, les TPE. Oui. Parce que souvent, dans ces crises, on s'adresse beaucoup aux grosses entreprises, aux PME, petites et moyennes, mais on pense moins et on a moins d'actions en fait, possibles sur les TPE parce que c'est plus nombreux, il y a beaucoup plus d'entreprises et c'est beaucoup plus difficile à toucher et elles ont souvent des fragilités qui sont un peu particulières. Et donc l'idée, c'était d'avoir un outil qui leur était un peu dédié et qui s'adressait aussi à l'économie sociale et solidaire. Voilà. Et donc cet outil, on l'a mis quand même en place rapidement pendant la crise, pendant le confinement, et il est encore actif aujourd'hui. D'ailleurs, on en parlait hier avec la région. L'idée, ce serait peut-être de prolonger sa validité d'activité, puisqu'il devait s'arrêter à la fin du mois de septembre, et probablement on va le prolonger jusqu'à la fin du mois de décembre au moins, parce qu'on sent bien que l'environnement est encore incertain aujourd'hui. Plus personne n'envisage un confinement général, mais est-ce qu'on aura des confinements locaux? Comment va évoluer la crise pendant l'hiver? C'est quand même un sujet sur lequel il faut rester très prudent. On est encore dans une grande incertitude aujourd'hui, bien évidemment. Karim Semiani, comment ça s'est passé chez Gweneg et chez les clients de Gweneg, cette période? C'est très particulier. Peut-être juste un petit rappel. Donc Gweneg, outil de financement des entreprises bretonnes, haut de bilan, bas de bilan. Sur les 3 dernières années, on a collecté un peu plus de 32 millions d'euros pour financer une centaine d'entreprises. Ce qui est important et intéressant, c'est que ces 32 millions d'euros d'épargne citoyenne locale qui n'étaient pas injectés dans le financement de l'économie réelle. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement positif dont on est fier. Un peu plus de 1000 emplois créés et maintenus dans le territoire. On intervient systématiquement en syndication avec des banques, avec des fonds d'investissement. On est l'exemple de cette solidarité entrepreneuriale. Je veux beaucoup utiliser ce terme-là parce qu'il a son importance dans le contexte d'aujourd'hui. La société a plus de 240 actionnaires. Société, personnes physiques, des petits, des gros, des moins gros, des gens qui partagent notre vision. Et cette notion de solidarité entrepreneuriale est très importante, parce qu'on a aussi à nos côtés la Banque des Territoires qui est actionnaire de la société. Que s'est-il passé? Effectivement, le choc a été ultra violent. Notre première réaction, c'était la revue dans le portefeuille. Je vous ai mentionné une centaine d'entreprises. Pour certaines d'entre elles, on a procédé comme les banques à des gels de remboursement d'emprunts sur 3 mois. Pour la majorité d'entre elles, on a travaillé avec elles pour les orienter vers les partenaires institutionnels. Les banques ont priorité BPI pour avoir les effets leviers. Mais également, Gweneg est accrédité par la DG Trésor et BPI pour porter les PGE. On communique peu dessus pour éviter le conflit d'intérêts vis-à-vis des entreprises qu'on a financées. Donc on accorde ce service quand on a des entreprises qui ont des difficultés à avoir le PGE pour un certain nombre d'entre elles. Ce qui a surtout été important, ce qu'on a mis en place, c'est qu'on a créé une cellule dédiée pour le financement en fonds propres. Souvent, vous avez entendu parler de la potentielle problématique du mur de dette. Donc, on accompagne aujourd'hui beaucoup d'entreprises bretonnes dans des financements haut de bilan, en capitaux. On communique peu dessus pour des raisons en fait purement stratégiques. Aujourd'hui, on est dans un contexte particulier. Il y a des concurrents internationaux qui trustent des entreprises bretonnes. Donc, on va probablement boucler quelques opérations d'ici la fin de l'année. D'ailleurs, il y en a une très belle qui s'est bouclée il y a quelques temps sur un montant de 6 millions d'euros pour accompagner une entreprise bretonne qui sera leader dans le domaine de la télémédecine.
Vous aurez constaté qu'on a la chance d'avoir ici toutes les échelles, et notamment l'Europe. Grégoire Chauvière-Le Drian, merci d'être avec nous. Évidemment, on a tous en tête ce plan de relance de 100 milliards d'euros annoncé la semaine dernière par le gouvernement et 40 milliards qui sont alloués par l'Europe. L'Europe est au cœur de cette relance économique. Merci d'abord de m'accueillir et puis je suis bonjour à tous, je suis ravi d'être présent pour représenter et pour en tout cas présenter ce que l'Europe a pu faire. Et le premier point sur lequel je voudrais insister, c'est la grande réactivité de l'Union européenne dans le cadre de cette crise. Si on garde en mémoire la crise précédente, il avait fallu 2 ans pour créer le mécanisme européen de stabilité et peut-être 4 ou 5 ans pour avoir un mécanisme de financement qui s'appelait à l'époque le plan Juncker, pour essayer de réinvestir ou retrouver des niveaux d'investissement qui étaient ceux d'avant la crise. Là, on parle de mois. Alors, il y avait urgence, mais il y a eu aussi une prise de conscience collective au niveau européen qu'il fallait faire vite et qu'on avait potentiellement les outils pour avancer. Alors, la Banque européenne d'investissement, pour laquelle je travaille, donc, qui est la banque de l'Union européenne, dont les 27 États membres aujourd'hui sont les actionnaires, a réagi très tôt à cette crise qui se présentait, puisque dès le mois d'avril, nous avons fait le choix de réorienter une partie de nos financements à hauteur de 28 milliards d'euros vers le secteur bancaire, avec la crainte d'un risque de credit crunch, donc de stop du prêt aux PME et aux ETI. Et c'est des outils avant tout de garantie sur des portefeuilles de banques qui ont pu être développés très rapidement. Dès le mois de juillet, a été présenté ce qu'on appelait un EU package, puisqu'on aime beaucoup les mots et les acronymes, au niveau européen, pour créer un fonds de garantie abondé par les États membres, donc avec un coût budgétaire réel, puisque c'est des transferts en numéraire qui sont faits par les États membres de 25 milliards d'euros. L'idée étant de pouvoir financer jusqu'à 200 milliards d'euros de financement. On est encore dans la Constitution, mais ça a été acté en moins de 2 mois et ça sera mis en place, je l'espère, d'ici la fin de l'année. Et le troisième point qui a probablement été sur lequel il y a eu le plus de communication, parce que c'était aussi une avancée fondamentale dans la construction de l'Union européenne, c'est la mutualisation de la dette et donc la constitution d'un fonds de 750 milliards d'euros qui a vocation à venir abonder les plans de relance nationaux tel que celui a été présenté par le Premier ministre la semaine dernière, donc un plan de 100 milliards d'euros qui sera pas mis en place par la Banque européenne d'investissement, donc c'est bien un plan national, mais la Caisse des dépôts, le groupe Caisse des dépôts, que ce soit la Banque des territoires ou la BPI, seront associés aux canaux de distribution, en tout cas à la mise en place de ce plan de relance. En revanche, et on peut s'attendre à ce qu'il y ait un petit peu de temps législatif pour sa mise en place, ce que l'on peut dire, c'est que la Banque européenne d'investissement continue de travailler. Et donc, à ce titre, nous, on investit chaque année 8 à 9 milliards d'euros sur le territoire français. On continuera et on continue à opérer et à travailler, que ce soit aux côtés des acteurs privés ou aux côtés des collectivités locales. Et on est, par exemple, dans le contexte post-Covid, en discussion avec le Conseil régional pour une ligne d'accompagnement, une ligne de crédit sur laquelle que le Conseil régional peut utiliser pour financer des projets ou des investissements qui se retrouvent aujourd'hui dans des difficultés liées au contexte Covid. Parce qu'effectivement, on parle de 100 milliards d'euros, mais la mise en place ne va pas être immédiate. Et on sait très bien que pour les entreprises, il va y avoir un effet boule de neige, si je peux me permettre l'expression, c'est-à-dire que c'est en janvier-février qu'il va falloir de l'argent. Karim Semiani, vous évoquiez hier ensemble, aujourd'hui des difficultés, le fournisseur qui ne paye pas, et puis qui paye le fournisseur, et puis on arrivera avec une vraie problématique de trésorerie en janvier-février prochain pour les entreprises. Tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, le PGE a bien joué son rôle pour financer le très court terme. Ça a apporté un vrai soulagement, mais la problématique, c'est de maintenir la capacité d'investissement des entreprises. Et il faut vraiment penser à cette logique de dette qui peut s'alourdir, qui peut venir freiner un certain nombre de décisions. Donc le sujet du fonds propre et du quasi-fonds propre, c'est un vrai sujet d'actualité, mais l'innovation, elle doit également aussi opérer au sein des moyens de financement. Aujourd'hui, on peut faire du fonds propre sans forcément que ça soit dilutif, avec une
petite partie en capital pour impacter, travailler sur la gouvernance, mais une partie en obligataire. On peut faire du quasi-fonds propre via du prêt participatif. Nous, ça fait 50% de l'activité de Gwenek, c'est déjà du fonds propre. On voit bien tout l'intérêt parce qu'il y a des effets leviers. Encore une fois, il faut dire 1 + 1 = 3 et pas 2. Les effets leviers en termes de financement type bas de bilan. Donc c'est extrêmement important d'avoir des outils fonds propres, quasi-fonds propres, qui soient très rapidement opérationnels pour aller accompagner les entreprises sur ce fameux deuxième trimestre 2021 qui va arriver super vite. Donc nous, on travaille déjà sur une offre qui sera disponible d'ici la fin de l'année, qui permettra de proposer un mix entre du fonds propre et du quasi-fonds propre à destination des entreprises locales. La BPI également, Hervé Lelarge, travaille a bien conscience de cette nécessité de pouvoir avoir des fonds propres à disposition en 2021. Alors complètement, donc passer la période de sidération et où il fallait faire le pompier, injecter du cash très vite. Donc je parlais du prêt rebond tout à l'heure, c'est quand même 210, 211 entreprises, je crois ce matin à Bretonne, qui en ont bénéficié. Le prêt à tout a joué son rôle. Le PGE c'est 4,4 milliards. Alors je m'étais dit que je parlerais de millions après les milliards de l'Europe, mais c'est quand même 4,4 milliards de crédits de PGE qui ont été injectés en Bretagne, sur 23 000 entreprises, donc 4,4 milliards à l'échelle de la Bretagne, c'est massif. Donc ça veut dire que les entreprises en ont bénéficié au maximum et que les banques ont vraiment joué leur rôle. On a vraiment eu un système bancaire qui a tenu le choc et qui a joué son rôle de financer l'économie. Donc ça, c'est très important. N'empêche que, comme le disait Karim, les sujets sont devant nous, parce qu'aujourd'hui, le pays est quand même sous le coton. Quand on ne paye pas les salariés, quand on a des reports de charges, que les échéances de crédit sont suspendues, et qu'en plus, on prend du PGE, survivre, c'est juste naturel, quoi. Et par contre, dans les mois qui viennent, il va falloir repayer les charges qui ont été gelées, reprendre les échéances de crédit, repayer ses charges normalement, repayer ses salariés normalement. Et sur un pays qui est encore à moitié confiné et où si les consommateurs craignent de consommer, on va avoir des soucis à mi-2021, quoi. Donc il y a vraiment une urgence à réagir là-dessus. Alors nous, BPI France, on va y apporter notre pierre sur nos 3 métiers traditionnels. Donc le métier du crédit, où là on lance des prêts thématiques sur des secteurs qui sont très très fragiles et subissent la crise au premier lieu. Donc je pense notamment au secteur du tourisme. Donc là, on a sorti un prêt tourisme. Donc si vous connaissez un peu BPI France, on a pas mal de prêts sans garantie, donc dédiés à financer tout ce qui est immatériel dans un plan de financement, donc pas de garantie, souvent des taux assez bonifiés et une période de différé d'amortissement capital. Et sur le secteur du tourisme, quand on interroge nos clients, on voit qu'une durée de 4 ans, 5 ans, 6 ans que les PGE font, ou que 7 ans que font nos crédits traditionnels, c'est pas assez. Quand ils ont perdu, quand ils ont fait une année blanche, enfin plusieurs mois blancs cette année, c'est pas un crédit sur 5 ans, ils pourront pas le rembourser. Donc le prêt tourisme, nous, on peut aller sur 12 ans. Donc on a des prêts spécifiques comme ça. On va être très actif sur le secteur de la transition écologique et énergétique, parce que ça, c'est le secteur qu'il faut pas lâcher. Ce serait très, très tentant pour un chef d'entreprise de dire « bon, moi, je suis en période survie, tout ce qui est économie d'énergie, je verrai ça quand mon business ira mieux, quoi. » Donc, et l'idée de ces prêts, ces incitations, c'est vraiment de maintenir cet effort qui était déjà parti. Donc, soutien au travers de crédits, soutien au travers de fonds propres, qui est notre deuxième métier. Donc, parce que, comme le disait Karim, empiler de la dette, c'est bien, mais à un moment, il faut la rembourser. Donc on travaille beaucoup, vous avez peut-être entendu la presse, il y a une opération 1200 tickets, c'est pouvoir intervenir en haut de bilan dans 1200 entreprises très vite, donc soit par de l'equity normal, des actions, on prend une partie du capital, ou soit au travers de produits moins dilutifs, comme le disait Karim, sur des obligations convertibles ou non. Donc avec notamment des petites obligations, pareil pour le secteur du tourisme, où on souhaite être très, très présent en Bretagne. Donc ça, c'est le crédit, le haut de bilan. Et le troisième métier de BPI France depuis 4 ou 5 ans maintenant, c'est l'accompagnement. Alors l'accompagnement, c'est quoi? C'est apporter autre chose que du cash dans les entreprises, c'est de pouvoir permettre aux chefs d'entreprise de lever un petit peu le nez du guidon et de se confronter avec un consultant qui va venir dans son entreprise pour voir ce qui va pas, quelles sont ses forces, ses faiblesses et qu'est-ce qui pourrait travailler. Et donc BPI France, en fait, on cofinance. On paye la moitié en général de diagnostics comme ça, donc des diagnostics dans le cadre de la Banque du Climat dont je vous parlais tout à l'heure. Donc c'est des diag écoflux pour vérifier où
où sont vos économies d'énergie, ce que vous pouvez économiser en fait en intrants ou en consommation énergétique. Des diagnostics à 360 degrés sur toute votre entreprise, des diagnostics sur la supply chain. On a vu que les deux choses qui ont vraiment gêné nos clients et qui leur ont fait très peur pendant cette crise et ce confinement, ça a été le cash. Comment je fais pour payer mes fournisseurs si je ne vends plus rien? Donc on a un module de diagnostic sur le cash, comment gérer, optimiser votre cash, et un deuxième sur la supply chain. On a des entreprises industrielles en Bretagne qui se sont arrêtées parce qu'ils avaient un fournisseur qui était basé à Laval ou à Bordeaux, et qu'en fait ce même fournisseur, lui, s'approvisionnait pour une petite partie de ses pièces en Chine ou au Vietnam, et quand il n'y a plus de bateaux à venir, il n'y a plus de pièces, et donc on a une entreprise bretonne qui s'arrête parce que, alors que notre client n'avait pas imaginé qu'une partie de ses appros venait d'Asie. Donc voilà, du conseil, en général, c'est des modules entre 4 et 10 jours, pour vraiment challenger, que le chef d'entreprise se challenge un peu et prenne de la hauteur. Et c'est d'autant plus important. Donc ça, c'est des choses qu'on faisait déjà depuis quelques années, et avec notamment la création d'accélérateurs. Et là, on lance un accélérateur pour les entreprises agroalimentaires bretonnes. Donc s'il y a des chefs d'entreprise dans l'agroalimentaire cet après-midi, n'hésitez pas à prendre contact. Ces modules d'accélération, donc c'est quoi? C'est du conseil, c'est de la formation et c'est du coaching. Donc c'est un programme sur un an, et dont le responsable est dans la pièce, c'est Vincent Coudron. Si tu veux te lever, Vincent. Voilà, vous savez qui aller voir du coup. Voilà. C'est l'intérêt du Forum économique breton, c'est que les choses se passent aussi après les grands plateaux. Ça permet à chacun d'aller rencontrer les acteurs dont vous avez besoin. Voilà, donc un programme très chargé. Et puis il y a aussi tout le plan de relance dont parlait Grégoire, où là, nous, on le déroule en Bretagne en millions d'euros. Mais c'est maintenant. Donc les plateformes sont ouvertes. Vous pouvez aller sur le site de BPI France, vous tapez plan de relance, et vous avez des liens Internet qui vous permettent d'accéder à un plan de relance sur l'aéro, sur l'automobile ou sur des grands secteurs stratégiques dont l'agroalimentaire fait partie. Donc n'hésitez pas à aller les voir, parce que ça va être en premier arrivé, premier servi. Donc ces appels d'offres sont ouverts jusqu'au mois de novembre. Attendez pas le 16 novembre pour y aller, parce que je pense qu'il n'y aura plus d'argent, quoi. Merci. Grégoire Chauvière-Le Drian, vous évoquiez tout à l'heure une ligne budgétaire qui est allouée à la région Bretagne. Est-ce que aussi à la Banque européenne d'investissement, on va demander entre guillemets des comptes sur l'argent que l'on va donner, en disant, on parlait de transition énergétique, Monsieur Lelargent parlait, est-ce que c'est aussi la possibilité de développer cette transition énergétique par ce financement? Alors, effectivement, l'Europe a réagi rapidement, mais sans quitter ses objectifs prioritaires qui étaient jusque-là, qui avaient été assignés et qui avaient été définis préalablement. La BEI, et avec l'initiative également de l'Union européenne qui s'est inscrite avec l'arrivée de la nouvelle présidente de la Commission, donc Ursula von der Leyen, dans une opération, dans un projet de Green Deal, la BEI a vocation à se devenir la Banque européenne du climat. La Banque des territoires, ou la Caisse des dépôts, sera la Banque du climat française, et la BEI, la Banque européenne du climat. Donc en ce sens, on est totalement aligné dans nos objectifs. Concrètement, ça veut dire quoi ? Concrètement, ça veut dire que jusqu'à présent, on consacrait à peu près 25% de notre activité, la BEI, pour donner quelques ordres de grandeur. Je suis désolé, je parle en beaucoup de milliards. Peut-être tout à l'heure, j'expliquerai aussi ce que ça veut dire sur un territoire. Donc c'est 63 milliards à ce moment d'activité annuelle. Et nous consacrions jusqu'à présent 25% de notre activité à des projets qui ont un impact positif dans la lutte contre le changement climatique. Notre engagement, il est de porter ce ratio à 50% à horizon 2025, c'est-à-dire plus de 30 milliards d'euros d'investissement annuel en faveur de la lutte contre le changement climatique. Et sachant qu'on ne finance jamais un projet seul, et qu'en général, on est autour de 30-40%, on estime qu'on a un effet de levier de 3. Et par une règle de 3 assez magique, ça fait 100 milliards par an, soit 1000 milliards sur une décennie. Et c'est l'engagement qu'on a pris, c'est de favoriser ou de mobiliser 1000 milliards d'euros d'investissement sur la prochaine décennie en faveur des projets qui ont un impact positif dans la lutte contre le changement climatique. Notre deuxième engagement, c'est un engagement d'exclusion qui a fait beaucoup de bruit, même si c'était peu en termes de volume pour la BEI, c'est l'arrêt des financements des projets mobilisant des extractions d'énergie fossile. Et enfin, on dit 50% pour le climat, mais si les 50% autres ont un impact négatif, ce n'est pas très positif. Au final, l'idée étant que le reste de notre activité soit aligné, ou en tout cas soit compatible
avec les accords qui ont été pris dans le cadre de la COP 21 en 2015, donc avec les accords de Paris. Et donc on ne finance rien qui ait un impact négatif sur le climat. Et donc concrètement, donc, c'est des grandes paroles, mais ça veut dire qu'on va privilégier des projets notamment qui travaillent sur la rénovation thermique des bâtiments. Et là, on est totalement en ligne et avec la Banque des Territoires et avec le plan de relance. On va financer des projets qui vont favoriser le développement de la recherche sur les batteries électriques pour éviter également de les importer. Donc là, on parle aussi d'autonomie, enfin de stratégie en termes et d'autonomie de l'Europe sur ces outils de production, en particulier dans la transition écologique. Si on importe nos batteries électriques pour équiper nos véhicules qu'on va subventionner dans le cadre du plan de relance, si on importe d'Asie, on a raté une étape. Donc ça fait partie d'un tout, et donc c'est un ensemble de projets qu'on va regarder avec attention, et en particulier en Bretagne qui a une ambition en la matière. Justement, je me tourne vers vous, Gilles Vauquelin, la Banque nationale du climat, après la Banque européenne du climat. Quels outils vous allez mettre en place pour pouvoir notamment aider les entreprises qui veulent se développer dans cette transition? Alors, peut-être un petit rappel de définition. La Banque du climat, en fait, dans notre jargon, Hervé l'a évoqué tout à l'heure, en fait, c'est en gros l'association en fait, de la Banque des Territoires et de Pays France sur le thème du climat et de la réponse climatique. Donc, comme Hervé l'a expliqué à l'instant, son intervention est plutôt en direction des entreprises en direct, avec tous les outils qu'il a décrits. Nous, on va plutôt travailler sur l'environnement économique, c'est-à-dire en fait sur tous les projets qui peuvent être portés à l'initiative des collectivités locales, de l'État et des partenaires associés, économie mixte et toutes les structures territoriales qui agissent pour le développement économique. Donc c'est vrai que dans le plan de relance, pour donner quand même 2-3 chiffres qui fixent les idées, grosso modo, donc on parle de 100 milliards d'euros, c'est le plan de relance qui a été annoncé par l'État. Sur ce 100 milliards, il y a à peu près un tiers qui revient sur la transition écologique et énergétique, et donc avec effectivement des financements de l'État et des financements de l'Union européenne, la Banque européenne d'investissement. Et nous, effectivement, dans la Banque du climat, on met des moyens additionnels, c'est-à-dire on apporte aussi les ressources du groupe Caisse des dépôts en plus. Juste un chiffre qu'il faut retenir, c'est que le directeur général a annoncé lundi qu'on allait mettre à l'échelle du groupe, toute entité confondue, 26 milliards de fonds propres. Et à cela s'ajoutent des prêts, donc les financements en prêt. Donc on parle bien que de fonds propres. Donc, alors, dans la répartition des rôles, nous, ce qu'on va surtout faire, on va surtout intervenir sur un des volets importants du plan de relance, qui est la relance par l'investissement, notamment l'investissement public. C'est-à-dire qu'on va mettre beaucoup d'argent, notamment, par exemple, pour travailler sur la rénovation thermique des bâtiments. Et donc, ça s'adresse particulièrement au logement social, aux collectivités locales. Et donc, pour les entreprises qui sont peut-être dans la salle en face, évidemment, ça a une conséquence sur la demande qui est adressée au monde économique. Et donc, c'est vrai qu'une des filières qui va être le plus touchée, me semble-t-il, par le plan de relance, c'est la filière du BTP. Donc le bâtiment, évidemment, à travers la rénovation thermique, mais aussi des projets d'infrastructure. Donc il y aura des travaux publics, par exemple, dans les enveloppes qu'on va développer. Il y a aussi des enveloppes, par exemple, pour la rénovation des ouvrages d'art qui sont, vous le savez, en France, ont subi un déficit d'investissement ces dernières années. Donc on va pouvoir aussi financer en prêt des projets sur des ponts, des infrastructures de transport qui aujourd'hui ont besoin d'être rénovées, par exemple. Donc on voit bien qu'il y a tout un impact en profondeur donc, sur le sujet bâtiment. Et c'est vrai que la rénovation thermique, je dis encore un petit mot là-dessus, mais c'est quand même très important de souligner qu'on est juste à l'aube des investissements qu'il faut consentir sur le sujet au niveau national. C'est-à-dire que ça commence juste à s'accélérer maintenant en 2020, quand on regarde les chiffres. Mais quand vous voyez les dispositifs d'accompagnement MaPrimeRénov' sur les logements privés, par exemple, plus les financements qui sont proposés aux collectivités locales, l'État aussi va investir sur ses propres immobiliers. Vous avez quand même une masse d'investissement, et le tertiaire aussi qui va être encouragé, le tertiaire privé. On a une masse d'investissement qui est devant nous. Et je dis un petit message au passage aux entrepreneurs du bâtiment. Je pense qu'une des conditions aussi pour accéder à ces marchés, c'est la montée en compétences. C'est-à-dire qu'il va être exigé d'être aussi sur des labels de qualité qui rassurent en fait les propriétaires sur la qualité des travaux qui vont être faits. Bon, voilà. Donc ça, c'est quand même un élément extrêmement important qu'il faut souligner. Deuxième secteur qui, à mon avis, va être très impacté aussi par cette politique de relance par l'investissement, c'est ce qui relève évidemment du secteur de l'énergie. On va continuer à produire
de plus en plus d'énergie renouvelable, donc avec beaucoup de volets différents, le photovoltaïque, l'éolien et la méthanisation, enfin la biomasse de manière générale. Donc ça va être un élément extrêmement important aussi qui va continuer à être soutenu. Donc là-dessus, même chose pour toute la filière, ça aura un impact important. Et puis le troisième sujet, c'est un sujet qui est évidemment émergent, mais qui prend de plus en plus d'importance, c'est tout ce qui est lié à la mobilité verte, durable, sur lesquels on va être nous en pointe aussi également dans le cadre de l'amont du climat. Et je pense en particulier aux conversions de flottes, donc privées, publiques. Donc là, il va falloir faire le changement de paradigme en passant du thermique à l'électrique, en passant aussi au biogaz, en passant à l'hydrogène, parce qu'il y a aussi un changement de paradigme fort dans le plan de relance qui est de l'État qui maintenant est prêt à mettre de l'argent jusqu'en 2030 de manière massive pour faire émerger la filière hydrogène. Donc on va avoir une révolution des transports dans les 10 ans qui viennent, et le plan de relance va être un des moteurs en fait, de cette révolution pour accélérer le mouvement dès le départ. Donc je pense que c'est aussi un message qu'on peut passer aux entreprises aujourd'hui. Soyez attentifs pour ceux qui sont concernés par ça, parce que je pense qu'on est en train de changer de vitesse, de braquer là-dessus. Donc là, nous, on va mettre beaucoup de moyens aussi là-dessus, en prêts et en fonds propres, pour notamment développer des projets de cette nature. Et puis pour terminer, donc, il y a deux autres volets que je voudrais souligner. C'est un volet sur la décarbonation de l'industrie. Là, on sera en partie prenante avec BPI France également, parce qu'il y a aussi, là aussi à faire émerger des énergies nouvelles dans l'industrie, en faisant de la synergie en matière industrielle sur les intrants, et ce qui ressort aussi des usines. Il y a aussi sans doute des conversions de flotte à faire aussi sur les logistiques. Donc ça, c'est un élément important. Et deuxième aspect aussi que je voulais souligner, qui est important, Hervé y a fait allusion tout à l'heure, c'est tous les secteurs qui ont été très touchés par la crise, sur lesquels il faut remettre des fonds propres. Et donc, je pense notamment évidemment au tourisme. Et là, donc, on a un partage du travail entre nous deux. C'est-à-dire que là aussi, Hervé intervient sur le financement direct des entreprises. Et nous, on va plutôt travailler sur des foncières qui portent des actifs touristiques vis-à-vis des PME. Donc ça, c'est un élément important. Et sur le commerce aussi, on travaille déjà. On va d'ailleurs sortir un projet au mois d'octobre d'une foncière régionale sur le portage d'immobilier commercial dans les centres-villes. Donc, on essaie d'avoir une approche territoriale et aussi une approche économique conjoncturelle, puisque là, en l'occurrence, c'est de pouvoir aussi permettre au commerce de se réimplanter et de survivre aussi à la crise sur les centres-villes. Et je peux vous dire, pour en avoir discuté encore récemment avec, par exemple, la maire de Rennes, ça concerne les villes moyennes, mais ça concerne aussi les métropoles aujourd'hui. Donc, on a vraiment un sujet de fond là-dessus. Donc, là-dessus, ça sera aussi un axe très important de notre intervention sur le plan de relance. Merci. Pour ne pas faire d'angélisme, il y a sûrement des chefs d'entreprise ici ou qui nous regardent aussi en direct sur le site du Forum économique breton. On parle de financement, mais il faut aussi que l'entreprise soit acceptée pour pouvoir être aidée dans son financement. Karim Essemiani, j'en viens à la troisième partie de ce grand plateau. Est-ce qu'il va falloir aussi imaginer, je dirais, un financement local? On parle de souveraineté nationale, de réindustrialisation. Est-ce qu'il va falloir aussi imaginer des financements qui soutiennent l'économie locale et qui peuvent aussi aider certaines entreprises un peu plus fragiles à pouvoir quand même sortir la tête de l'eau? Complètement. Hein. Et avant de répondre à cette question, je pense qu'il faut juste resituer le contexte. Hein, on parle dans la crise actuelle d'entreprises potentiellement en difficulté. Il faut vraiment sortir du schéma, et je vais être très taquin en disant du schéma de la Startup Nation. On est en train de parler de TPE, PME, ETI sur des métiers probablement de commodité, activité industrielle, agro, industrie, de la menuiserie industrielle. Ces entreprises-là ont la capacité de créer encore plus de richesses, plus de valeur. Donc au-delà de la dimension maintenir des emplois qui sont en bonne partie des cols bleus, qui aujourd'hui sur un marché d'emploi risque d'être en difficulté aggravée, c'est vraiment cette capacité d'aider ces entreprises à muter pour maximiser la création de richesses. Et je vais vous donner un exemple très simple. Vous avez entendu beaucoup parler de la digitalisation ces derniers jours. Digitalisation par-ci, digitalisation par-là. Pour nous, elle se traduit dans un élément très simple. C'est un compte de résultats. C'est le chiffre d'affaires et c'est le résultat net. Vous aidez une entreprise qui n'a pas d'outils digitaux à mieux vendre parce que ses commerciaux avaient juste l'habitude d'aller dans des salons. Et comme vous le savez, tous les salons professionnels sont fermés. Vous avez déjà une diversification de votre canal de prospection. Aujourd'hui, statistiquement, les entreprises présentes sur les canaux digitaux, elles avaient des pertes inférieures à moins de 25% par rapport à des concurrents dans des métiers de commodité non présents. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Le deuxième poste, c'est le sourcing, les achats. On n'en parle pas beaucoup, c'est le parent pauvre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les achats, on l'a vu,
un petit peu avec le freinage violent, brusque, pour un certain nombre d'entreprises bretonnes qui s'approvisionnaient en Asie du jour au lendemain, à être confrontées à des ruptures de stock, mais des augmentations de prix, mais juste abominables. Et ça, il est hyper important d'accompagner ces entreprises-là du territoire qui, elles, vont maximiser la richesse. Et c'est là où ça devient intéressant. Leur permettre d'avoir des outils de financement plutôt long terme pour pouvoir absorber le retour sur investissement de ces financements-là. Donc ça, effectivement, on a une cible aussi dite la non-startup nation, qui pour moi est un socle fondateur en Bretagne. Maintenant, pour répondre au sujet de l'innovation dans le financement, chez Gweneg, et c'est pour ça qu'en préambule, je vous avais parlé de notre démarche par rapport au territoire, à la capacité à capter le financement des citoyens, on est persuadé qu'il est impératif et qu'il est encore plus urgent aujourd'hui d'orienter le financement, l'épargne, l'argent des épargnants vers le financement local. C'est extrêmement important. Si Gweneg, en 3 années, a pu collecter 32 millions qui n'étaient pas injectés en local, je pense qu'on est en capacité de faire beaucoup plus. Et pour parler de façon très pragmatique, pratico-pratique, parce qu'on est dans un contexte particulier, nous avons une idée très claire de ce qui pourrait être mis en place. On propose un partenariat. Jusqu'à présent, vous connaissiez les PPP, en particulier dans les infrastructures, le partenariat public-privé. On propose un partenariat public-privé au sens investisseur professionnel particulier, impliquer les citoyens dans les financements des opérations. Ils ne demandent que ça, à donner du sens à leur épargne dans les entreprises de leur territoire. Et le territoire, ce n'est pas la Bretagne, c'est ce qui se passe à 20 minutes autour de chez vous. Donc, ce schéma-là, sur quoi on travaille aujourd'hui, on pense qu'il va être non seulement mobilisateur d'une épargne complémentaire, mais surtout une vraie prise de conscience citoyenne sur les enjeux de filières existantes et en devenir en Bretagne. Justement, Gilles Vauclin, vous évoquiez, quand vous dites j'ai regardé les comptes entre le niveau de l'épargne et le niveau de trésorerie des entreprises, il va falloir qu'à un moment, l'un puisse passer de l'autre côté. Oui, alors c'est assez curieux de voir effectivement les similitudes de chiffres, mais c'est vrai que le virus, il a 2 conséquences. Il a une conséquence sanitaire et une conséquence financière, enfin économique, mais aussi financière. Quand on fait rapidement l'analyse, on voit 100 milliards d'euros d'épargne en plus. Je vous donne le chiffre sur le livret A. La collecte du livret A, on était déjà à la mi-année au double de ce qu'on avait fait sur une année complète l'année dernière. Donc c'est pour vous donner que la réaction des épargnants est très forte, quoi. Donc 100 milliards économisés, 150 milliards injectés à travers le PGE et les prêts garantis et tous les dispositifs d'urgence qu'on a évoqués tout à l'heure. Donc vous voyez bien qu'en fait que le virus en 6 mois, il a complètement déséquilibré l'équilibre financier de la nation. Donc quand on aborde la question de la souveraineté, je pense qu'il faut parler de souveraineté à plusieurs niveaux en fait, en réalité. D'ailleurs, bon, on est là, il y a l'Europe, l'État et puis les collectivités locales, la région. Donc on voit bien que c'est à chaque niveau, je pense qu'il faut intervenir en fait. D'ailleurs, le plan de relance dont on parlait à l'instant, il est conçu de manière en partie déconcentrée, c'est-à-dire qu'une partie des financements qui vont arriver sur le terrain, ils vont arriver par des délégations au directeur de BPI-France, au directeur de la Banque des Territoires et aussi au préfet. C'est comme ça que ça va se passer en fait en grande partie. Alors après, il y a aussi des financements qui vont en direct. Ça, il faut quand même le rappeler aussi. Donc c'est vrai que je pense que le gros enjeu qu'on a à travers le thème de souveraineté, c'est l'efficacité. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on est dans la crise, qu'il faut faire venir des fonds propres très rapidement vers les entreprises, sinon effectivement il y aura encore plus de faillites et de défaillances. Donc il faut absolument qu'on fasse ça vite. Donc on a un devoir d'efficacité, de rapidité, de réactivité qu'on a eu dans la crise, mais qu'il faut continuer à avoir sur la durée. Alors c'est dur, ça demande un effort collectif très fort, mais c'est impératif. C'est-à-dire qu'il faut que cet argent, ces dispositifs, ils arrivent sur le terrain le plus vite possible. Donc ce qui est important, c'est qu'on soit dans effectivement la subsidiarité à tous les niveaux pour que le dispositif qui est le plus efficace, il soit mené là où il est le plus efficace. Et ça, c'est toute la science, je dirais, de la décentralisation et de la déconcentration. On a un pays qui s'est décentralisé, mais jamais jusqu'au bout, et un pays qui s'est très mal déconcentré. Donc je pense que la crise là, va nous mettre un peu à l'épreuve. Il faut qu'on soit capable effectivement d'être aussi bon moi j'estime qu'on a été bon pendant la crise, mais il faut qu'on soit aussi bon après pour la relance qu'on a été pendant la crise. Donc c'est pour ça qu'il faut, et tout ça doit être fait rapidement, puisque vous avez vu dans le plan de relance, l'idée c'est quand même que sur les 2 premières années,
on engage quasiment les 3/4 des montants qui sont envisagés. Hein. Donc ça veut dire que c'est massif. Alors c'est pour ça que je pense qu'on a une responsabilité, quand on parle de souveraineté, c'est une responsabilité partagée en fait, entre nous. C'est-à-dire qu'il y a évidemment la puissance publique, il y a les opérateurs comme nous, il y a les collectivités locales, mais il y a aussi le monde économique. Et c'est vrai que ce qui va faire la différence, à mon sens, sur un territoire par rapport à un autre, c'est la capacité de présenter des projets rapidement. Voilà. Et nous, dans notre métier, c'est d'arriver à trouver des projets et les faire aboutir le plus vite possible. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on sait facilement mettre en place des mesures qui ont un effet direct sur les entreprises. Quand vous dites « je vais réduire de 10 milliards pendant 2 ans, 20 milliards les impôts des entreprises », c'est un effet direct sur les comptes de l'entreprise. Donc là, c'est extrêmement rapide. Mais quand on fait de la relance par l'investissement, il faut trouver des projets en face. Et donc, il faut que les projets, on puisse les financer, qu'ils soient présentés, mûris rapidement. Et ça demande une vraie énergie collective. Voilà. C'est ça la souveraineté. Du coup, je vais me tourner vers Grégoire Chevière-Le Drian. Quand on est la Banque européenne d'investissement, quel regard déjà vous portez, si vous avez ce regard européen, et notamment quand on parle de souveraineté locale, d'imaginer des financements au niveau local pour porter les entreprises d'un territoire? Alors, ce qui est sûr, c'est que la BEI, par exemple, n'est pas une banque de réseau. On n'a pas de guichet en Bretagne. Et pour vous donner un ordre de grandeur, il y a 10 personnes aujourd'hui à Paris. C'est aussi une banque qui est très centralisée, qui est à Luxembourg. Donc, naturellement, je dirais, dans notre mode opératoire, on fait confiance à nos partenaires, qu'ils soient privés, donc les banques commerciales. On travaille avec la plupart des banques commerciales aujourd'hui en France, ou publiques, et naturellement, que ce soit dans le groupe Caisse des dépôts, la Banque des Territoires, CDC Habitat, puisqu'on a parlé de rénovation thermique des logements sociaux, notamment on travaille très bien avec CDC Habitat, la BPI, donc via des financements directs, via des outils de garantie, qui permet, quand je pense par exemple à la BPI, d'augmenter sa capacité à prendre du risque et aller sur des projets où il n'aurait pas pu aller tout seul. Et c'est là où les différents échelons sont intéressants, puisque l'échelon européen permet la démultiplication, ou en tout cas l'amplification du travail qui est fait sur les territoires, dans les territoires, par les opérateurs nationaux. Et on a la chance d'avoir une caisse des dépôts. Ce n'est pas le cas de tous les États membres de l'Union européenne. Et donc, le groupe Caisse des dépôts a tous les outils et une connaissance des territoires pour pouvoir accompagner ces projets. Et on fait confiance également aux collectivités locales, notamment dans le financement des infrastructures stratégiques. Et je pense par exemple en Bretagne, qu'est-ce qui aujourd'hui fait aussi l'attractivité et la compétitivité de demain? C'est le transport, c'est le TGV, c'est les métros, c'est le matériel roulant, c'est le port. On a financé avec le conseil régional la rénovation du port de Brest. Et puis c'est aussi le développement du numérique par le développement de la THD. Et on accompagne aujourd'hui le conseil régional dans le développement de la THD, notamment dans les zones creuses, pour qu'il n'y ait pas de territoire oublié au-delà des grandes métropoles de la région Bretagne. Donc très clairement, l'échelon européen vient en support des stratégies qui sont définies, que ce soit au niveau national ou au niveau régional. Et on a la chance aujourd'hui en Bretagne d'avoir une région qui a une ambition, qui porte une ambition, notamment dans le domaine de la transition numérique, dans la transition énergétique. Et en ce sens, je pense que c'est tout à fait cohérent et tout à fait aligné avec les objectifs qui sont définis et au niveau national et au niveau européen. Hervé Lelarge, c'est ça aussi le futur de la Bretagne, c'est pouvoir soutenir et aller dans le sens des atouts qu'a le territoire. Vous parliez, Grégoire Chevière-Le Drian parlait notamment de numérique, technologie, agroalimentaire. Est-ce que c'est justement, il faut pouvoir soutenir ces atouts-là et les développer? Bien sûr, alors on est face à un vraiment, enfin, ça peut choquer certaines personnes qui sont en plein dans la crise, mais je pense qu'on est face à un beau challenge. Et j'allais vous dire rendez-vous dans un an au prochain FEB pour voir ce qui s'est passé depuis. Mais on sent que l'argent est là, l'argent est arrivé. L'Europe joue son rôle massivement, l'État français aussi. Et cet argent, il est prêt à arriver dans les territoires. Donc à nous, collectivement, de s'en emparer, de prendre le pognon, tout simplement, pour l'employer, parce que la Bretagne a vraiment de beaux atouts. Enfin, on est, pour connaître un petit peu au sein de BPI France d'autres régions, on est une région qui a quand même moins souffert que d'autres de la crise. On a des secteurs qui ont été plus résilients que d'autres. L'agroalimentaire, globalement, s'est maintenu, même s'il y a des situations dramatiques, mais globalement, c'est maintenu. Nos transporteurs se sont maintenus. Donc c'est maintenant qu'il faut accélérer, qu'il faut vraiment saisir ces opportunités qui vont venir du plan de relance dont Gilles a parlé. Et c'est vraiment de notre responsabilité collective de s'en emparer et de faire progresser la Bretagne, quoi, sur ses forces. Vous parliez de 2021, si on se retrouve dans un an, on n'a pas de boule de cristal, évidemment, mais en un mot chacun, comment est-ce que vous imaginez
la situation, et notamment, vous parlez, il y a du pognon à prendre, donc allez-y, comment est-ce que vous imaginez la situation dans un an, même si on ne sait pas s'il y a un nouveau confinement, mais voilà, en termes d'outils qu'on met en place aujourd'hui, est-ce que dans un an, quel bilan on pourra en faire ? Concernant BPI-France, donc nous, on espère que le secteur du tourisme en Bretagne se maintiendra, hein, qu'on ne perdra pas trop d'hôtels, de restaurants, de bars, de tout ce qui fait la richesse et qui permet parce qu'après ça ruisselle sur la culture, ça ruisselle sur plein de secteurs. Donc un secteur du tourisme protégé au maximum, j'espère, c'est le vœu que je forme aujourd'hui. Et le deuxième vœu, Gilles a très bien parlé longuement de la Banque du climat. On a vraiment une responsabilité collective aussi pour accélérer sur cette transition écologique et énergétique aujourd'hui, pour changer les flottes de véhicules, passer du diesel à autre chose, pour réfléchir et là on pourra être là avec nos diagnostics Ecoflux, réfléchir collectivement, que chaque entrepreneur dans son entreprise se pose la question: comment je vais faire pour réduire mes consommations d'énergie ? Et si dans un an, on a quelques réponses et on a un système entrepreneurial qui s'est mis en marche sur ces deux thématiques, ce sera pas mal. Gilles Vauquelin, en un mot. Très rapidement, dans un an, d'abord que la crise sanitaire soit terminée. On va commencer par là. Qu'entre-temps, il n'y a pas eu effectivement trop de défaillances, qu'on ait vraiment joué notre rôle sur tous les sujets. Et puis, je pense peut-être aussi que ça sera l'occasion, peut-être, et c'est toujours dans les crises qu'on évolue rapidement, que effectivement le territoire breton, on parlait de souveraineté, ait pris l'initiative collectivement effectivement d'accélérer sur un certain nombre de sujets, de saisir effectivement les opportunités de la Banque du climat, les opportunités du plan de relance, et puis et garder ses qualités entrepreneuriales. Voilà, je pense que c'est, et j'espère que dans un an on se dira ça y est, on est sorti de la crise et maintenant on se reconstruit et on a aussi les outils en fonds propres pour le faire. Karim. Je pense que là, c'est une période paradoxalement qui est anxiogène, mais qui représente énormément d'opportunités pour ceux qui vont savoir sortir de leur zone de confort. Et on sait bien que ça pique quand on sort de sa zone de confort. Il va y avoir des opportunités de prendre de nouveaux marchés, de la croissance externe. Il va y avoir de très très belles histoires qu'on va pouvoir raconter parce que justement, les outils financiers sont là et disponibles. Grégoire Chauvière-Le Drian. Qu'on puisse parler de la crise au passé, qu'on regarde le futur de manière sereine et avec une mutation, une transformation des territoires et en particulier de la Bretagne qui se sera amorcée. Et puis qu'on se dise peut-être dans un coin de la tête que l'Europe y a été un peu pour quelque chose et qu'on voit l'Europe de manière un tout petit peu plus positive qu'on le voit jusqu'à présent. Merci beaucoup, merci à vous, messieurs, d'avoir participé à ce grand plateau. Merci à vous. Et on se dit donc à l'année prochaine. À l'année prochaine, merci à tous.